Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Je sors de John Wick Ballerina et malgré ce titre improbable, donc dans l'univers de John Wick Ballerina, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une super suite slash spin-off. Tous les plaisirs de la saga sont là au rendez-vous. Ils ont vraiment réussi à reproduire la formule, mais tout en trouvant des petites originalités qui font que on a toujours des surprises à l'écran. Et donc j'ai hâte que tu le vois pour qu'on en parle. Yo, Mister C, je sors tout juste de Ballerina, là, ou plutôt dans l'univers de John Wick, Ballerina. Ouais, totalement claqué au sol ce titre. Hein. Ils auraient pu juste le laisser en tagline et pas le mettre dans le titre, mais bon, écoute, je dois bien t'avouer que j'allais un petit peu à reculons, parce que bon, moi je l'affectionne pas autant que toi, cette franchise. T'en as un petit peu parlé dans l'épisode sur Mission Impossible 8. Toi, ça fait partie de tes deux franchises que tu affectionnes particulièrement. Donc voilà, je me suis dit, écoute, on va faire la petite bonne action et puis on va se taper le blockbuster Quittage de Thomas et puis après on enchaînera. C'est moi qui choisirai la programmation des prochains. Bon, je les déteste pas, hein, les John Wick. Loin de là, c'est juste que j'étais passé un petit peu à côté au moment de leur sortie. Après, j'avais rattrapé ça sur un marathon. Je m'étais fait les 4. Et bon, on peut quand même leur accorder une chose, c'est qu'il y a quand même un avant et un après John Wick dans la production des blockbusters hollywoodiens. Et c'est vrai qu'ils avaient su ramener avec cette franchise un vrai nouveau souffle dans les scènes d'action qui après en fait a été repris à foison dans plein d'autres franchises. Moi perso, j'étais pas hyper sensible à ce lore et notamment à la direction artistique. Et bon, ma foi, force est de constater qu'ils ont réussi à étendre l'univers, à aller plus loin, à tirer un petit peu les fils qu'ils ont essaimés derrière eux. On retrouve l'univers, on retrouve ses codes, on a un nouveau personnage. Alors je me suis demandé si on ne la voyait pas dans un autre opus. Il me semble qu'elle apparaît dans Parabellum, ou je sais plus. Enfin, je dis peut-être une connerie là, mais je vérifierai. Mais il me semblait qu'on la voit on la voit dans un précédent opus. Et là, du coup, on la retrouve et on a une espèce d'origin story autour de ce personnage. Donc non, plutôt malin. On retrouve tous les éléments qui ont fait le succès de la franchise, mais déclinés sur un autre personnage. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis je me disais qu'en fait c'était un univers qui se prête bien en spin-off. Parce que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec le personnage de John Wick, c'est qu'ils ont développé un personnage quasi mythologique. Ils en ont fait une espèce de demi-dieu, enfin ce Baba Yaga, enfin c'est un personnage de conte de fées pratiquement. Et en fait, on se dit que tous les personnages qui peuplent cet univers ont possiblement ce potentiel mythologique avec eux. Et donc finalement, j'ai eu pas mal de plaisir à retrouver un univers qui à la base me touchait pas tant que ça, mais qui je trouve est assez bien décliné. Donc bon, c'est un petit peu brouillon et je pense qu'on va y revenir en détail, mais ça c'est pour mon premier ressenti sur le film. En tout cas, plutôt agréablement surpris. Peut-être que tu peux enchaîner et nous faire un bref résumé de ce Ballerina, puisque bon, la dernière fois c'est moi qui me suis collé à cet exercice du résumé et bon, je suis plutôt pas très bon dedans, donc toi oui, donc vas-y, pitch-nous Ballerina Thomas, s'il te plaît. Promis, la prochaine fois, c'est toi qui choisis le film. On pourra revenir du coup à des films suédois en VO non sous-titré. Mais pour l'histoire de Ballerina, comment le raconter? Moi, sans relire le synopsis du film, je dirais que c'est l'histoire d'une vengeance, mais qui prend presque 12 ans à se lancer. Donc on a une petite fille au début qui est cachée par son père et on a des assassins qui traquent la petite fille pour la ramener dans une sorte de société secrète. Et le père, du coup, essaie de la protéger et n'y arrivant pas, l'envoie dans une mafia russe. Je crois que c'est la Rouchka Roma.
de mémoire. Et en fait, cette mafia, elle opère sous le déguisement d'une école de danse. Et donc, notre personnage principal va comme ça apprendre à la fois la danse classique et l'art du combat sous toutes ses formes, c'est-à-dire main nue, judo, arts martiaux diverses et éventuellement plein de flingues. Et donc cette héroïne, cette ballerina, ensuite lors de peu après sa première mission, je crois, va s'apercevoir que cette société secrète peut être retrouvée. Et donc elle va désobéir aux ordres de sa mafia, voilà, sa famille d'adoption, pour du coup retrouver cette secte et en détruire les fondateurs, et enfin pas les fondateurs, mais en tout cas les big boss, et du coup assouvir sa vengeance, et ça va foutre le bordel dans ce monde à plein d'étages du crime organisé que nous dépeint l'univers étendu de John Wick. Parce qu'en gros, un des plaisirs, comme on disait, c'était d'être finalement plongé dans un monde où on a l'impression d'avoir des codes, des façons de faire, du lore, comme tu l'as bien dit, qui nous est caché à nous, simples mortels. Donc c'est un peu le Harry Potter des criminels. Il y a les moldus et il y a les sorciers. Je connais pas très bien Harry Potter, mais de ce que j'en ai compris en tout cas. Et c'est un plaisir en soi de se dire oui, en fait, il pourrait y avoir un monde secret avec des gens qui ont presque des super pouvoirs tellement ils se battent bien. Au-delà du résumé, en fait, en commençant à voir le film, je me suis dit mais pourquoi ils nous ont foutu une danseuse? Enfin, c'est quoi ce truc autour de la danse? Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on l'avait déjà vu? Je crois qu'on a vu la scène où elle s'entraîne à faire des pointes et où l'autre elle lui dit de recommencer 1000 fois. Dans effectivement John Wick Parabellum, mais c'était voilà une figurante de dos, c'était pas non plus un personnage majeur, et en tout cas c'était pas Ana de Armas, l'actrice qui jouait ce rôle-là. Et en fait tout simplement quand j'ai vu les premières scènes, je me suis dit mais bien sûr en fait la danse ça a beaucoup à rapport avec la chorégraphie de combat. Et moi, un des plaisirs que j'ai avec la franchise John Wick, comme tu dis, c'est de voir des chorégraphies extrêmement bien mises au point avec des professionnels qui sont des professionnels du corps en mouvement, comme pourraient l'être des danseurs. Et c'est pas la première fois en fait qu'il y a des liens qui se tissent entre danse, on va dire art du combat, et puis aussi tout un patrimoine de films burlesques. Ou peut-être on en reparlera de la référence qu'il y a dans ce film-là, mais moi j'avais bien aimé dans un autre John Wick, on en a des extraits de films de Buster Keaton notamment qui passaient en fond. Donc pour le dire vite, voilà, moi je vais voir les John Wick pour voir de la danse, mais pour voir de la danse avec des castagnes et de l'hémoglobine. Oui, c'est bien trouvé ce lien entre danse et chorégraphie de cascade. Mais c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire quand je parlais brièvement de ce qu'avait apporté David Leitch et Chad Stahelski, le réalisateur des précédents opus de John Wick. C'est que ce sont deux personnes qui viennent du monde de la cascade. C'était des anciens, soit des anciens cascadeurs, coordinateurs de cascade. Chad Stahelski, lui, il était aussi réalisateur seconde équipe pour certains Marvel. Voilà, c'est des gens qui ont ce savoir-faire de la cascade et qui se sont réunis à un moment donné parce que sans doute un peu frustrés de voir leur travail constamment charcuté par des équipes qui savaient pas forcément mettre en valeur leur cascade. Eux se sont dit on va faire nos propres films autour de ce savoir-faire. Donc je pense que c'est vraiment la particularité de John Wick, c'est que il y a cette volonté de mettre la mise en scène au service de la cascade et pas l'inverse. Donc effectivement, ça passe, comme tu dis, par cette prédominance de la chorégraphie de cascade. Et je pense que c'est un peu ce qui caractérise le style John Wick dans ces scènes de gunfight. C'est l'idée de sortir un petit peu de scènes constamment hyper cutées,
avec une omniprésence des chants contre chants et laisser la place à des plans séquences qui laissent un petit peu l'action se déployer. Et c'est pour ça que dans les John Wick, il y a cette espèce de discours méta sur le cinéma qui est toujours présent en filigrane. Et je pense que les références au cinéma burlesque et notamment à Buster Keaton, c'est l'idée que ce cinéma représente un petit peu les origines en fait du cinéma d'action. Et on retrouve aussi dans le film cette idée aussi du burlesque que tout potentiellement dans le décor peut servir ou pourrait être détourné comme une arme. Il y a d'ailleurs à un moment une scène dans une cuisine où deux protagonistes vont s'envoyer des assiettes à la gueule, vont s'envoyer des coups d'assiette comme ça. Ben, là, il y a clairement une dimension très burlesque dans ce fight. J'y pense, mais même quand c'est pas volontairement souligné et que l'hommage est pas hyper prégnant, il y a quand même tout au long du film et tout au long des scènes de cascade cette idée que la frontière est très mince entre une scène de cascade pure et dure et quelque chose d'un peu comique. Quand le choc atteint un trop-plein d'émotions, il y a cette idée que la surenchère comme ça de cascade, à un moment donné, on frise quoi qu'il arrive cet aspect comique. C'était dans John Wick 2 qu'il y avait du coup une scène, je crois que c'est la scène d'ouverture même, où il y a un film de Buster Keaton qui est projeté sur un immeuble et on a un panneau qui descend vers le bas et du coup il y a un motard qui est éjecté de sa moto et qui fait une cascade, donc il finit sur le dos, je crois, après avoir été éjecté, je pense, par John Wick. Et je pense que peut-être il y a une référence dans chaque film, je les ai pas tous en tête, mais ça m'étonnerait pas que ça fasse partie de leur jeu d'essayer de mettre des références par-ci par-là à Buster Keaton ou à Charlie Chaplin. Et la scène où dans ce film, donc dans l'univers de John Wick, Ballerina, il y a cette référence, c'est au moment où ils se battent dans l'hôtel, enfin elles se battent parce que c'est deux femmes. Donc il y a Ana de Armas qui tabasse une méchante, enfin ils sont tous méchants, mais une plus méchante avec une télécommande. Et c'est finalement ça qui fait que la télé s'allume et que ça switch de chaîne. Et du coup, bah, c'est encore plus marqué ce lien entre burlesque et cinéma d'action. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le trop-plein et sur effectivement l'énergie de, à un moment donné, ça va tomber dans le gag pour évacuer un peu la tension. Moi, je l'ai eu avec les assièges, je l'ai eu avec aussi la scène où ils sont sur de la glace. D'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent où parce que danse dit équilibre et donc comment on fait pour mettre en difficulté une danseuse, on la met en déséquilibre et donc souvent elle est sur la glace à plusieurs moments du film et donc vers la fin elle est sur une sorte de petit lac gelé à l'intérieur d'un cabinet où il y a des patins à glace et la scène est assez cool où du coup ils tombent, ils se relèvent, ils essayent de s'accrocher l'un à l'autre et puis ça finit en nunchaku de patins à glace pour notre plus grand bonheur. Mais je pensais à un autre aspect quand tu parlais de la chorégraphie des corps. J'ai la sensation que les personnages ont chacun leur propre style de combat. Et ça, c'est hyper important. Je pense que c'est un point qui est assez intéressant dans les John Wick. C'est que le style de combat, la manière dont les personnages vont bouger est une manière de les caractériser. À travers les différents opus, on a pu voir le style de John Wick à l'œuvre. On le connaît un petit peu par cœur. D'ailleurs, on le retrouve un petit peu là dans cet épisode. Et en fait, celui de Ballerina, il est complètement différent. Elle a vraiment le sien, il est beaucoup plus bourrin et là aussi moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'hyper plaisant. Et d'ailleurs ce style il commence à se façonner dès son apprentissage parce qu'on voit bien qu'elle essaye de suivre les règles, elle se bat contre des hommes et puis elle arrive jamais à prendre l'avantage. Puis à un moment donné où elle répond à son professeur mais je peux pas, il est plus fort que moi, je peux pas prendre le dessus. Et là, son professeur lui répond, mais si tu peux pas prendre l'avantage, brise les règles. Et d'ailleurs, elle lui dit une phrase, elle lui dit, bats-toi comme une femme, invente tes propres règles.
C'est un moment pivot qui est assez fort, puisqu'à partir de là, on voit qu'elle se réapproprie un petit peu les codes de la franchise et qu'elle va les réinterpréter à sa propre manière. Et c'est ce qui donne justement ce style de combat très bourrin et très plaisant visuellement. Parce qu'on est vraiment dans l'idée d'une transgression permanente de toutes les règles. Et je pense à 2 scènes en particulier. La première, c'est quand elle va chercher des armes là, dans une espèce d'armurerie. Et elle finit par se battre avec un stock de grenades. On était habitué avec John Wick à des longs plans séquences où il va se battre avec une seule arme, où il reste qu'une seule balle. Il va retourner les flingues de ses assaillants contre eux, etc. Là, on est vraiment dans un truc où elle balance des grosses grenades. Elle va se protéger à un moment donné avec une table, derrière une porte blindée, etc. Ce qui donne des scènes complètement, novatrices en fait, avec des combats qu'on a rarement vus avant, quoi. Et puis la deuxième séquence, c'est celle du lance-flamme, quoi. Je veux rien spoiler, mais voilà, là je pense, on est dans l'acmé de ce style de combat totalement bourrin, complètement série B, mais qui est totalement plaisant. Tu le dis très bien par les exemples que tu as choisis, que à chaque fois, en fait, finalement, il y a une sorte de contrainte qui va générer de nouvelles utilisations, de nouvelles manières de mettre en scène, de chorégraphier le combat. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup plaisir au cinéma, c'est de voir des artistes, des artisans se choisir des contraintes et ensuite, à partir de là, faire leur gamme et nous montrer des choses qu'on n'avait pas encore vues. Donc ça peut être dans des films assez intello et prise de tête, mais ça peut être aussi dans des divertissements. Et moi, je le mets vraiment pas sur le même plan parce que c'est différent, mais en tout cas, je reconnais la même intelligence à trouver des choses et des manières de faire originales dans les deux types de cinéma, que ce soit un cinéma commercial ou un cinéma plus art et essai, on va dire. Et ouais, je trouve que la séquence du lance-flamme ou des lance-flammes peut-être, elle est vraiment chouette parce que ils étirent le tempo et ils vont essayer de vraiment faire varier cette idée de plein d'angles et de plein de manières différentes. Et moi, je trouve que presque dans chaque plan, il y a une nouvelle idée de mise en scène, que ce soit par l'utilisation du décor ou par les choix de caméra quand même. Donc on disait la mise en scène John Wick, c'est la chorégraphie qui se met au diapason. Enfin, c'est plutôt la mise en scène et la caméra qui se mettent au diapason, la chorégraphie. Mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que certes, dans le premier, c'était assez classique, posé, etc. Mais quand même, au fil des épisodes, ils ont pas mal innové en essayant de se donner des défis de mise en scène pure par la caméra. Je pense notamment, il y avait une séquence, je crois, vue au-dessus, comme un jeu vidéo, shooter, vu du dessus. Les premiers GTA étaient comme ça. Alors pas dans celui-là, hein, mais dans le précédent, dans le 4. Et dans celui-ci, avec le lance-flamme, il y a quand même l'utilisation des ralentis, de la courte focale, on est très proche, on a des effets de flammes. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu chaud avec les personnages. Donc voilà, c'était effectivement un des moments de bravoure du film. En fait, je pense exactement la même chose que toi. Quand je dis que la mise en scène se met au service de l'action, ça veut pas dire qu'elle se met en retrait ou qu'elle se rend plus simpliste pour laisser en fait l'action se déployer. Enfin, si je l'ai dit comme ça, je me suis mal exprimé. En fait, je trouve que c'est même le contraire. Si elle veut servir l'action de manière juste, la mise en scène doit en fait se transcender, se dépasser pour bien mettre l'action en valeur. Donc moi, comme toi, tout le long du film, je trouve qu'il y a énormément de très belles idées de mise en scène et elles sont à chaque fois là pour mettre l'action en valeur. J'ai une séquence qui me vient en tête. La scène s'ouvre dans une boîte de nuit. On est, je crois, dans les toilettes. Donc la séquence démarre juste après le moment de fight
et le personnage est en train de remonter les couloirs et les différents étages. Et là, on découvre les différents cadavres qu'elle a laissés derrière elle et on mesure l'ampleur du carnage. Ensuite, elle sort, elle rentre dans sa voiture et elle se barre. Et là, la caméra monte dans le ciel et suit la bagnole qui s'éloigne. C'est un plan de cinéma classique, de fermeture de séquence. On pense que la séquence va se terminer et là il se passe quelque chose dans le cadre où en fait qui relance l'action et en fait la caméra du coup redescend pour se focaliser sur l'action qui arrive. Donc ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Je trouve que le film est truffé de bonnes idées de mise en scène. Et ouais, t'as parlé de la séquence du lance-flamme. Moi, je suis comme toi. Il y a ces plans, il y a ces plans-là qui me restent en tête. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour moi, ça n'en reste pas moins que la mise en scène est toujours au service de l'action. En fait, ce qui est pas facile avec ce genre de cahier des charges, c'est de maintenir un crescendo dans le plaisir à voir du décor, des accessoires à être utilisés comme objet de combat, avec des chorégraphies de plus en plus élaborées, parce que on a déjà 4 John Wick derrière nous, donc j'imagine qu'au bout d'un moment, les idées elles tournent un peu en rond, et quand on a une bonne idée, on a un peu envie de la mettre peut-être au tout début pour accrocher son spectateur, et en même temps, si on montre le meilleur au début, au bout d'un moment ça fait que retomber. Donc je trouve que c'est pas facile comme équilibre, et là j'ai vraiment retrouvé ce plaisir d'y aller par une scène d'ouverture qui est assez cool et assez bien filmée en soi, mais qui va pas être démonstratif dans son utilisation, son intelligence du décor, des accessoires et des retournements de situation en fait associés. Et puis petit à petit, ça va être de plus en plus important. Oui, aussi le film, il a été peut-être un petit peu difficile à tourner. Apparemment, ils ont changé de réal au milieu, il y a des reshoots, ça a pris du temps, etc. Et en fait, je trouve que globalement, il y a un bon crescendo dans le rythme. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des scènes un peu intercalées au milieu qui font peut-être greffon marketing pas hyper bien fait. Et en fait, je pense essentiellement à la rencontre avec spoiler alert, John Wick, mais on s'en doutait, ça fait un peu excuse quoi. On aurait pu s'en passer. Enfin, à part ce genre de petits trucs qui m'a pas trop dérangé, hein, c'est vraiment plutôt au retour me dire ok, est-ce que vraiment ça avait son intérêt. Je trouve que la montée en pression est vraiment bien faite. Quand tu parles de la rencontre entre John Wick et Ballerina comme d'un greffon marketing, écoute, moi je suis pas totalement d'accord avec ça parce que moi j'ai plutôt bien aimé cette séquence. Et alors peut-être que je suis devenu un vrai fanboy sans m'en rendre compte, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. Mais parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le combat ni la chorégraphie de combat qui en soi, elle est ce qu'elle est, mais c'est pas tellement ce qui me marque dans cette séquence. C'est plutôt ce qu'ils sont arrivés à faire avec le perso de John Wick. Là, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils sont arrivés à le convoquer dans ce récit. Alors bon, tu pourras me dire que ça fait un petit peu fonction, mais moi j'aime bien le retournement de point de vue qui se met en place. En fait, quand on le voit débarquer, c'est plus le John Wick qui est le perso principal du film. Là, tout d'un coup, il débarque comme un antagoniste. Et bien sûr, on le connaît, le bonhomme. Ça fait 4 films qu'on le caractérise. Donc voilà, il débarque avec toute son aura, quoi. Et en fait, pour la première fois, on le voit débarquer en ressentant cette peur que tous les méchants, tous les bad guys de la franchise ressentent à l'évocation de son nom. Et ça, du coup, je trouve ça très fort. Parce que tout d'un coup, on n'est plus du côté de John Wick, on est avec Ballerina, et là,
on a un petit peu peur pour elle. Parce qu'on sent bien qu'il peut lui briser toutes les vertèbres à coups de petite cuillère en mode brutal fatality. Et à ce moment-là, nous, c'est pas ce qu'on veut. Hein. On est attaché à Ballerina. Moi, j'aime bien ce que le perso ramène là à ce moment du film. D'ailleurs, on sent pendant leur confrontation dans le film qu'à ce moment-là, il est nettement au-dessus et qu'il peut la briser en un clin d'œil. Je crois que pendant leur fight, elle le fait traverser un mur ou quoi. Juste après, lui fait pareil, mais tu sens que ça résonne beaucoup plus, que c'est voilà, que ça a tout de suite beaucoup d'ampleur. Et j'aime bien le fait qu'on ressente ce gap entre les deux. Ça crée un truc vraiment vertigineux sur notre manière de percevoir John Wick. Et puis bon, je spoil encore, mais s'ensuit un autre retournement. Et là, d'un coup, John Wick passe d'obstacle à allié. Et jusqu'à devenir dans l'affrontement final, le Deus Ex Machina du film. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent d'avoir utilisé ce perso comme ça. Parce qu'en fait, il ne peut être utilisé que comme ça, comme un boss overcheaté. C'est un personnage mythologique, c'est le croque-mitaine, donc il vient intervenir dans le récit comme un demi-dieu, donc comme ce Deus Ex Machina. En fait, ça aurait pu être complètement fan service et je trouve que ça n'est pas tant que ça. Je trouve que c'est réfléchi par rapport à la mythologie de la franchise, par rapport à son lore, et que ça s'intègre parfaitement, quoi. Et tu disais que tu n'avais pas grand plaisir à retrouver l'univers, le lore. Moi, c'est pas tant que l'esthétique me plaît, parce qu'il y a un côté un peu carton-pâte, comme je disais, Harry Potter au pays des mafieux. Mais ce que j'ai vraiment plaisir à avoir, c'est de l'iceberg, en fait. C'est ce principe de tu vois un bout émerger et tu peux imaginer ce qu'il y a en dessous. Et au fur et à mesure des films, on nous en montre de plus en plus. Et en même temps, ce plaisir intact de imaginer ce qu'il pourrait y avoir d'autre dessous reste. Donc moi, je trouve que c'est un plaisir de l'univers, du lore, indépendamment de son esthétique. Même si je crois qu'au fil du temps, je me suis vraiment plutôt plu dans cet univers où les secrétaires ont des tatouages et où on paye en pièces d'or. Mais voilà, moi, pour moi, l'acmé de John Wick, c'est quand t'es dans une scène de la vie quotidienne et puis là, tu t'aperçois que la moitié de l'assistance est un tueur à gages parce qu'il reçoit sur son téléphone une nouvelle prime pour une nouvelle cible et que des gens tout à fait normaux sont du coup des tueurs sanguinaires. Et ce que j'aime beaucoup du coup, c'est de trouver des cascadeurs qui sont, voilà, c'est pas des montagnes de muscles à chaque fois, mais ils sont capables de faire des chorés et donc ça rend le truc d'autant plus surprenant que tu vois parfois des gens d'un certain âge ou habillés comme des mendiants ou voilà, des gens à qui on n'aurait pas prêté attention, qui d'un coup comme ça se transforment en tueur. Et il y a peut-être un truc assez proche du film de zombie d'ailleurs dans cet épisode-là spécifiquement, Ballerina, avec le village. Non, peut-être pas trop en parler d'un point de vue scénario, mais au moment où ils arrivent dans un village et là l'entièreté du village est composée de tueurs. Et moi j'ai beaucoup aimé ce moment de bascule où t'es en mode vacances à la montagne. Et non, ça va être autre chose comme ambiance. Ouais, ce que tu me décris, c'est un petit peu l'univers doudou, tu chasses tes pantoufles et t'es comme à la maison. Je comprends totalement et je suis d'accord avec l'effet iceberg et la face émergée qui laisse entrevoir en fait toute la richesse et la complexité de l'univers. Après, faut pas perdre de vue l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à trop en montrer, à trop tirer sur la corde, on finit en fait par assécher justement cette richesse. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet Star Wars. C'était un petit peu les mêmes mécanismes qui étaient à l'œuvre dans la toute première trilogie. On te laisse entrevoir un univers foisonnant à coups de petites touches comme ça. Et en fait, faut pas oublier que c'est ton imaginaire qui vient combler les trous de ce récit. Et ton imaginaire, en fait, il est plus fort que n'importe quel scénariste, n'importe quel directeur artistique.
Et derrière, le risque, c'est qu'à trop en dévoiler, on finit par être déceptif par rapport aux attentes qu'on a nourries. Et pour moi, c'est aussi ce qui s'est passé quand George Lucas sort la prélogie. La légende de Dark Vador, elle est bien plus puissante quand elle est juste une légende. Quand on revient sur l'origin story, il y a vraiment ce côté un peu déceptif. Enfin, au moment de la sortie. Après, je pense que aujourd'hui, ça pourrait être apprécié différemment, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe au moment où George Lucas décide de développer l'univers et de continuer à capitaliser sur cet imaginaire qu'il a mis en place. Bon, on n'en est pas encore là avec les John Wick, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a cette volonté de continuer à capitaliser sur une franchise qui réussit. Mais en vrai, ils auraient tort de se priver, puisque j'ai l'impression que l'univers s'y prête vraiment. Il y a des personnages là secondaires qui commencent à émerger, qui ont ce potentiel charismatique dont on parlait. Et là où on ressent un petit peu l'effondrement de l'attrait, de l'attente qu'il peut y avoir autour des films du MCU, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer dans le développement de cet univers. Et être arrivé à imposer cette franchise totalement originale à Hollywood, là où c'est gangréné par les remakes, les reboots, et les franchises adaptées de comics, etc., etc. Je trouve que c'est un véritable tour de force. Donc ça, on peut pas leur enlever ça, quoi. D'avoir su créer un univers étendu 100% original. Donc écoute, apparemment, ils sont en train de préparer le John Wick 5. On va voir si Ballerina fera son apparition dedans, ou alors s'il la garde de côté pour continuer à la développer en solo. Ça, on verra bien. Et je me demande si du coup ça crée pas, ça relance pas un petit peu les attentes qu'on pourrait avoir sur le prochain John Wick. Voilà, enfin, est-ce que ça suffit? Est-ce que la hype de Ballerina va dépasser la hype John Wick 5? Bon, j'en suis pas sûr. Mais il faudrait voir surtout la réception de ce film. Je sais pas du tout s'il fait des entrées, si globalement il est bien reçu. Est-ce que les fans de la série ont aimé cet opus? J'ai pas trop vu les retours en fait sur Ballerina, et je suis un peu curieux. Et voilà, je pense que ça va un petit peu déterminer de la suite que prendra la franchise, quoi. Bref, j'étais un peu trop long. Je vais m'arrêter là avant de continuer à dire des conneries. Pour te répondre sur la réception du film, j'ai cru comprendre qu'en France, c'était pas un super succès. Ça a marché, mais c'était pas non plus une sorte de méga raz-de-marée. Et je crois qu'aux États-Unis, il marche un peu mieux qu'en France, et que c'est quand même en dessous des John Wick, ce qui est pas non plus complètement déconnant, parce qu'il y a quand même du coup un pas de côté qui est fait. Après, sur ce côté franchise, univers étendu, je sais qu'il y a une série aussi qui a été faite pour Netflix, si je me trompe pas, qui s'appelle Le Continental, que j'ai pas du tout regardé, que j'ai pas du tout envie de regarder. Et peut-être c'est un peu là où je mets la limite justement sur la question du lore, de l'univers étendu et de cette exploration slash exploitation à la Marvel. Moi, j'ai pas envie que ça s'étire en long. Et peut-être au contraire de pas mal de gens qui critiquent parfois des choix de spin-off sur pourquoi on a fait un spin-off sur ce personnage, il est pas connu. Je pense que je préfère cette stratégie qui consiste à faire un spin-off sur un personnage complètement secondaire, là c'est littéralement une figurante, plutôt que de me faire justement l'origin story de personnages qui marchent bien dans leur œuvre originale, où il n'y a pas du coup besoin d'ajout. Et je pense que l'origin story de Dark Vador, c'est un bon exemple. Je pense que quand on a un personnage qui est aussi charismatique et qui a du temps d'écran, en fait, on n'a pas besoin d'aller expliciter pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Par exemple, pour rester dans l'univers Star Wars, moi j'avais bien aimé le film sur Han Solo, parce que c'était un film sympa de
de brigands, de casse dans l'espace, et de casse-cou et de morale un peu grise, on va dire. Mais par contre, j'avais pas du tout aimé la partie fanservice. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous disait eh oui, ces petits dés qu'il a accrochés au minimum, c'est pour telle raison. La course qu'il nomme dans l'épisode 4, c'est celle-ci qu'on va vous montrer en séquence. Voilà. Tous ces trucs-là, moi, ça m'excite pas. Non, je pense que j'aime dans la partie lore, univers, c'est plutôt bah, être immergé, être dans l'impression que je suis dépaysé dans un autre univers. Dans la saga John Wick, ce que j'aime bien, c'est tous ces moments où tu as l'impression que les gens font leur vie d'une manière que tu comprends pas totalement. Tu es en mode, mais pourquoi, pourquoi ils se sont organisés comme ça pourquoi ils ont encore des pneumatiques, par exemple ils s'échangent des messages par pneumatique. Et ça, c'est un détail, je trouve que c'est plutôt génial parce que ça raconte ben, à la fois la possibilité d'un mode de communication qui passe sous les radars, une forme de conservatisme aussi, parce que voilà, la mafia, les criminels, c'est peut-être des gens qui aiment bien une forme d'ordre. C'est un peu le paradoxe aussi, c'est-à-dire que ils sont contre la loi, mais finalement ils reproduisent différentes lois, ils reproduisent un autre droit en fait. Et c'est d'ailleurs un thème qui avait été exploré sur la chaîne Bolshevik. Il avait fait une vidéo sur John Wick et le contrat social qui était vraiment cool pour dire voilà à quel point en fait le paradoxe des mafieux, c'est qu'ils sont contre la loi, mais c'est pour imposer une autre loi. Donc moi je trouve que voilà pour la partie univers étendu, je pense que je m'arrêterai bien là, où bah, j'attendrai d'être peut-être surpris par une autre proposition originale, mais bon, je pense pas que j'ai envie d'avoir Ballerina 8, John Wick 16, à vitam aeternam. J'aimerais bien une conclusion peut-être aussi à cet univers, mais en même temps, ouais, c'est très sériel aussi, hein, quoi. J'avoue, les prémices sont tellement simples que tu peux recommencer un peu à l'infini. En fait, pour revenir sur la mise en scène, je trouve que c'est une excellente adaptation de jeu vidéo. C'est-à-dire que officiellement, la saga John Wick ne s'inspire pas d'un jeu vidéo en particulier, mais je trouve que dans le feeling de la mise en scène, on a vraiment l'impression d'avoir la manette en main. C'est-à-dire que souvent, il y a un danger qui nous est présenté dans un coin de l'écran, et la caméra et le personnage vont bouger en même temps pour aligner le gun ou l'arme improvisée avec la menace. Et ensuite, bah, du coup, il y a la récompense parce que la menace se fait exploser. Cette mécanique-là, elle joue vraiment sur un timing très précis parce que si on avait du montage où on montrait la menace, champ contre champ, la réaction de Ballerina, contre champ, le mec qui sort en flingue, enfin, ce surdécoupage-là nous fait rentrer dans une mise en scène bah, très cinématographique et très rythmée, mais qui n'est pas du tout celle de l'impression d'urgence que génère jouer un jeu vidéo de tir ou d'action en général. Et je trouve que bah, cette saga, souvent dans les films, on reproduit cet effet-là par un timing très précis entre ben, la création d'une attente et ensuite la réaction du personnage qui devient presque le prolongement de notre propre envie de réaction. C'est-à-dire qu'on aurait envie d'appuyer sur la gâchette et bah, Ballerina le fait juste 5 millisecondes avant nous. Et dans les films avec Keanu Reeves, bah, c'est John Wick qui incarne le joueur. Et donc moi, ça me dérange pas du tout d'avoir ben, un scénario assez faible. Hein, je veux dire, c'est une excuse, le scénario, en tout cas en termes d'intrigue, de rebondissement. Bon, voilà, j'ai entendu des commentaires dire que c'était débile. Oui, bah c'est débile parce que c'est pas l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est d'avoir un scénario qui soit prétexte à des scènes d'action, à des cascades, comme dans un jeu vidéo. En fait, quand il y a plus de cinématique que de gameplay, c'est chiant. Donc bah là, c'est un peu le principe. Je pense que c'est faire du gameplay bien mis en scène. Et même si il n'y a pas tant que ça de ralenti, j'ai pas mal pensé au jeu vidéo Max Payne dans ce film-là. Et peut-être que si je revoyais d'autres John Wick, j'aurais le même sentiment. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mélange en fait entre bah, de l'action et du tir très chorégraphié, parce que les jeux Max Payne eux-mêmes s'inspiraient des films de John Woo, et en même temps c'est dans un univers très série B où voilà on va mélanger
la pègre, avec de la mythologie scandinave, avec une nouvelle drogue aux effets complètement hallucinogènes, etc. Et c'est un peu un cocktail quoi d'univers, j'allais dire débile, mais en fait pas tant que ça. C'est un univers série B quoi, mais qui a sa cohérence, qui a son lore, comme on a dit beaucoup. Et voilà, donc du coup je me disais finalement peut-être que John Wick c'est la meilleure adaptation de Max Payne, plus que le film Max Payne, qui avait été assez décevant à sa sortie. Alors qu'il y avait pas mal de ralentis à la Max Payne, justement, dans le film. Comme quoi, une adaptation, finalement, c'est peut-être plus un feeling que une réelle transcription d'un médium à l'autre. Et je pense que c'est assez rare encore, quand même, les films où tu sens que la mise en scène a été influencée par les dernières expériences vidéoludiques. Et je parle d'expérience vidéoludique parce que je pense que c'est peut-être autour du cinéma d'être inspiré par le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo s'est inspiré du cinéma, mais en faisant ces innovations-là, a produit d'autres façons de mettre en scène, d'autres images, et que ce serait dommage que la grammaire cinématographique ne s'augmente pas en fait de ces nouvelles possibilités esquissées par le jeu vidéo. Salut Aurélien, je contemple en vue ton dernier message qui disait que tu allais me répondre sur Max Payne, ou plutôt je considère que c'est toi qui me laisse en vue. Salut Mister C. Écoute, désolé de t'avoir laissé en vue comme ça, mais ouais, j'étais pas mal occupé là ces derniers temps. Mais en tout cas, j'ai trouvé hyper pertinent tout ce que tu as développé sur le jeu vidéo et les adaptations autour du jeu vidéo. Pour le coup, je suis pas autant sachant que toi sur le sujet. Je suis pas un spécialiste du jeu vidéo, même si j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que ces dernières années, moi, je suis passé à côté de beaucoup de productions. Donc voilà, je pense que j'aurai un œil un peu moins spécialiste que le tien. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a parfois eu une impasse à vouloir adapter un jeu vidéo en se basant uniquement sur le récit ou sur l'univers. Et je pense que c'est la majorité des adaptations. Et c'est vrai que ces dernières années, à Hollywood, on a vu énormément d'adaptations de jeux vidéo pour plusieurs raisons. C'est parce qu'Hollywood recherche constamment de nouvelles franchises et le jeu vidéo, c'est l'occasion d'aller puiser dans une matière première déjà à disposition. Parce qu'il y a déjà des communautés de fans, etc., sur lesquelles on peut s'appuyer d'un point de vue marketing. Je crois qu'il faut le dire, c'est bien souvent des échecs. Alors pas forcément au box-office, mais en termes de résultats. Je crois qu'il y a très peu d'adaptations qui ont été saluées à la fois par la critique, par les cinéphiles, par le grand public. Je pense qu'on a des exemples à foison. Dernièrement, il y a eu Minecraft. Bon, je crois pas que c'était une grande réussite. On a eu les Sonic, Mario Kart, enfin voilà. En fait, le jeu vidéo, ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, c'est tellement développé, a réussi à s'imposer comme étant le médium culturel dominant. Tout naturellement, le cinéma essaye de surfer sur cette hype et d'essayer de récupérer un petit peu le côté ultra populaire des jeux vidéo. En fait, le jeu vidéo a acquis un peu le statut qu'avait le cinéma à une certaine époque. C'est devenu le produit culturel le plus populaire au monde. Et pour moi, il y a également un autre point assez important, c'est la progression par niveau. Est-ce qu'on progresse dans le récit du film, un peu comme quand on progresse dans un jeu vidéo, en augmentant la difficulté des niveaux et en augmentant la difficulté des antagonistes. Tu vois, on a John Wick qui, tout au long du film, combat une foule de méchants qui seraient un petit peu des PNJ hyper... qui s'éliminent très facilement. Puis ensuite, il va affronter des lieutenants un peu plus coriaces qui émergent un petit peu de cette foule et jusqu'à aboutir sur le gros boss final. Bon, et pour revenir à Max Payne, là aussi, c'est assez pertinent. Moi, je vois le lien de filiation qui pourrait y avoir. T'en as bien parlé dans la direction artistique et puis même dans cette idée de polar et puis d'affrontement entre des gangs, etc., etc.
Moi, j'avais pas joué au premier Max Payne, j'étais encore trop jeune. Mais par contre, j'avais un grand frère qui, lui, y a beaucoup joué sur PC. Et moi, je me souviens à l'époque que je le regardais jouer. Donc, j'ai des souvenirs de ce premier Max Payne. Et je crois bien qu'il sort 2 ans après Matrix. Et moi, je me souviens qu'il y avait ce lien déjà via le bullet time que tu décris, ces séquences d'action en mode bullet time. Et c'est vrai que quand Matrix arrive, tout le monde est fasciné par le bullet time. Et je pense que ça crée quelque chose dans la culture populaire où tout le monde a envie de reprendre ces codes du bullet time. On le voit partout. Et je pense que c'est que Max Payne est déjà, quand il sort, une possible adaptation de Matrix en jeu vidéo. Non pas qu'il va essayer d'adapter l'univers de Matrix, mais pour le coup, il va essayer d'aller chercher un élément structurel de la mise en scène des Matrix. La chose la plus iconique, je pense, dans Matrix, c'est le bullet time. Et la franchise de jeux vidéo va essayer de l'adapter dans son gameplay. La franchise a très bien compris comment proposer une véritable adaptation réussie, c'est en arrivant à adapter une sensation qu'elle retranscrit dans son gameplay. Et je pense que tu me vois venir quand je parle de Matrix. Et si on pense à Max Payne comme dans une filiation possible à Matrix, forcément le dénominateur commun entre tout ça, c'est Keanu Reeves qu'on retrouve dans John Wick. Et en fait, cette boucle d'interconnexion, elle me plaît assez. Parce qu'on a beaucoup parlé des références méta au cinéma d'action dans John Wick. Il y a également énormément de références à la culture populaire au sens large. Et le jeu vidéo en fait évidemment partie. En fait, pendant longtemps, le jeu vidéo s'est quand même beaucoup inspiré du cinéma, notamment à travers la narration. Il a beaucoup puisé dans le cinéma pour proposer des récits toujours plus aboutis et profonds. Dans un effet miroir, le cinéma s'est mis à s'inspirer du jeu vidéo et à récupérer un petit peu les trouvailles du jeu vidéo. Et ça crée comme ça un mécanisme de vase communicant où les deux médiums se répondent comme ça par inspiration connexe. Je suis d'accord avec le lien que tu fais avec Matrix. Il y avait notamment un épisode où ils avaient utilisé Laurence Fishburne, l'acteur qui joue Morpheus, pour reprendre un peu ce rôle de mentor qu'il avait dans Matrix. Donc il y avait Laurence Fishburne qui était une sorte comme ça de milestone sur le parcours de John Wick et qui un peu lui donnait les tuyaux et qui lui racontait une sorte d'univers parallèle qui était celui donc des mendiants dont il dirigeait un peu l'organisation. Et du coup, à la sortie de cet épisode-là, il y avait pas mal de théories sur est-ce que les deux films sont dans des univers similaires, est-ce qu'il y a un lien du style univers partagé, etc. Je me souviens notamment de cette phrase iconique de Laurence Fishburne qui disait à Keanu Reeves dans John Wick, "Give this man a gun", donner à cet homme un pistolet, qui sonnait comme une exhortation biblique presque, et qui rappelait pas mal le rôle de Laurence Fishburne dans Matrix, et surtout dans les suites de Matrix, c'est-à-dire quelqu'un qui était presque à la fondation d'une sorte de culte de Néo et du Messie. Donc là, on retrouvait un petit peu cette relation-là qui a fait pas mal jaser à l'époque. Mais sinon, je pense qu'il va être temps de conclure, non ? Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord, je pense qu'il est temps de conclure, surtout que le film est sorti il y a bientôt 2 semaines. Après, c'est un peu notre parti pris de prendre le temps de discuter du film au fil des jours. Et moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est que quand même tous les deux, on aime bien le cinéma d'action lorsqu'il est astucieux avec ses dispositifs de mise en scène, et que ça nous va en fait de voir un film où c'est pas le scénario qui est mis en avant, et que du coup il faut pas réceptionner ces films-là uniquement comme des divertissements décérébrés, mais aussi apprécier à sa juste valeur le travail qui a été fait sur la conception en fait en amont et pendant le tournage de ces objets qui sont peut-être pour les cinéphiles classiques un peu à mettre sur le côté, comme des séries B en mode est-ce que c'est digne d'intérêt, mais que nous, je pense tous les deux,
on est capable d'apprécier, comme on est capable d'apprécier des films plus autorisants qu'on a pu discuter par le passé. Oui, je suis assez d'accord avec tout ça. Et puis moi, je dirais qu'on a développé tout un tas de sujets qui me rendent le film plutôt sympathique, notamment le style de combat de Ballerina. Et puis j'ai été assez surpris de la manière dont ils arrivent continuellement à dépasser un petit peu leurs limites, à toujours trouver de nouveaux dispositifs de mise en scène qui viennent réactiver un petit peu ces scènes d'action. Et comme je te le disais dans mon introduction, j'y allais un petit peu à reculons, j'avais peur un petit peu du côté arriviste de ce projet. J'avais peur qu'il y ait cette volonté de continuer à capitaliser sur une franchise qui fonctionne bien. Bon, il y a de ça, mais pas uniquement. C'est pas un opus exceptionnel, mais c'est pas une proposition inintéressante non plus. Et au fil du temps, je crois que je commence à m'attacher à cette franchise. Et quelque part, tu y es pour quelque chose, donc je te remercie pas. Je te soupçonne de faire partie d'une secte de fanboys pro John Wick et d'avoir essayé de me corrompre. T'as réussi ton coup, Mr. C.